Le Mali, le Niger et le Burkina Faso qui composent l'Alliance des États du Sahel AES pourraient voir leur communauté s'élargir pour atteindre d'autres États. Le Togo ouvre ses portes à une possible intégration. En effet, selon le chef de la diplomatie togolaise Robert Dussé, l'intégration du Togo à l'AES n'est pas exclue. Selon lui, le Togo partage les mêmes visions que les pays de l'AES, celle de la souveraineté totale des pays africains. Robert Dussé trouve que l'Afrique est utilisée seulement pour servir les grandes puissances et ce n'est pas normal. L'autorité n'a pas hésité en mettant en avant le soutien présumé des populations togolaises à une telle initiative. Toutefois, pour les pays du Sahel ou de l'AES, un rapprochement avec le Togo représenterait un avantage géographique et économique déterminant puisque le port de Lomé s'érige en partenaire exclusif de ces trois pays qui sont le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Mais une telle possibilité d'intégration du Togo à l'Alliance reste une décision du chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé. Au Togo, la pauvreté ne se limite pas à un simple aspect monétaire. Afin d'avoir une évaluation plus complète de la situation, le pays utilise des indices complémentaires tels que l'indice de pauvreté multidimensionnelle, IPM, et l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle, IVM, mis en place avec le soutien de la Banque mondiale. Ces indices, fondés sur des données des enquêtes sur les conditions de vie des ménages de 2018 à 2019 et de 2021 à 2022, intègrent des dimensions telles que la santé, l'éducation et les conditions de vie. Les résultats montrent une nette amélioration entre 2018 et 2019 et 2021 et 2022. L'incidence de la pauvreté multidimensionnelle est passée de 37,1% à 28,9% avec des baisses notables en milieu rural et urbain. De même, l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle a diminué, indiquant une réduction des privations dans les foyers les plus pauvres. Cependant, ces chiffres, bien que prometteurs, ne captent pas toujours la réalité sur le terrain. Des disparités subsistent, notamment dans les régions rurales comme les savanes, où l'incidence reste particulièrement élevée. Le gouvernement est invité à renforcer les programmes de protection sociale, à améliorer l'accès à la santé, à l'éducation, ainsi qu'à l'eau potable et à l'électricité. Bien que des progrès aient été réalisés dans la réduction de la pauvreté multidimensionnelle, il est crucial de renforcer les efforts pour résoudre les inégalités persistantes et garantir un accès équitable aux services de base pour tous les Togolais. Dans le but d'éliminer la pauvreté, de protéger la planète et de garantir à tous les peuples la paix et la prospérité, le Togo œuvre à la réalisation des objectifs de développement durable, ODD. Son objectif est de concrétiser la vision nationale dans son processus de transformation économique inclusive, sensible à la durabilité environnementale et créatrice d'emplois décents. L'ODD 15 met en avant la vie terrestre. Sa vision est de préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, de gérer durablement les forêts, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité. Le Togo compte ainsi renforcer sa capacité de séquestration du carbone et à valoriser les services écosystémiques. L'ambition revient ainsi à restaurer au moins 80% des terres dégradées et limiter à 2% la dégradation des terres non dégradées dans le but d'atteindre la neutralité en matière des terres à l'horizon 2030. Pour l'ODD 16, la paix, la justice et institutions efficaces sont les éléments clés. Il s'agira de promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives au fin du développement durable, assurer l'accès à tous à la justice. Pour ce faire, le Togo a institué 17 maisons de justice qui concourent au règlement des conflits, à la formation du justiciable, à la prévention et au traitement de la délinquance mineure. L'ODD 17, quant à lui, met l'accent sur les partenariats pour la réalisation des objectifs. Il est donc question de renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le développement et le revitaliser. Le gouvernement a entrepris des actions ayant comme vision l'attraction des ressources externes, l'amélioration de la gouvernance en matière de mobilisation des partenariats et le renforcement des capacités des acteurs impliqués. C'est en substance ce que le Togo a transmis à la commission de l'UEMOA. Ainsi, les nouvelles politiques se construiront autour de 3 ODD, l'ODD 15, 16 et 17.
Le gouvernement togolais a entamé la transformation dans le secteur agricole il y a quelques années pour pouvoir faire développer l'agriculture togolaise et mettre les agriculteurs dans de meilleures conditions. Rappelons que dans les années passées, le gouvernement et le ministère en charge de ce secteur ont mis en place plusieurs moyens pour le développement de l'agriculture. Il a eu des transformations, des sensibilisations et la mise en valeur des produits locaux. Mais force est de constater que le Togo fait face à de nouveaux défis qui sont le changement climatique, une faible exportation des produits locaux, l'endettement des agriculteurs et la non-disposition des machines. Face à tous ces défis, en 2024, plus de 10 milliards de francs CFA ont été débloqués au profit de ces agriculteurs, dont 149 000 producteurs ont bénéficié d'aides mécaniques dans leurs différents groupements. Dans la même perspective, l'État a subventionné l'engrais à hauteur de 17,9 milliards de francs CFA. Ces groupements ont bénéficié de 400 tracteurs agricoles et de la distribution de 3 500 kits d'irrigation. Précisément en cette année 2025, les efforts seront poursuivis avec les concours des partenaires, en particulier dans l'amélioration des conditions de vie des cultivateurs et dans le développement des infrastructures. Les États-Unis vont imposer des sanctions financières au chef de l'armée soudanaise, Abdel Fattah el-Burhan. Ces mesures interviennent dans le cadre de la guerre civile qui dure depuis 2 ans au Soudan, qui voit s'affronter le chef de l'armée soudanaise, le général el-Burhan, à son rival, le commandant Mohamed Hamdan Dagalo, à la tête des forces paramilitaires de soutien rapide, RSF. 3 sources ayant une connaissance directe du dossier ont déclaré à l'agence de presse Reuters que Washington devait annoncer ses mesures contre Burhan une semaine seulement après avoir imposé des sanctions à son opposant Dagalo. L'un des objectifs des sanctions contre al-Burhan étant de montrer que Washington ne choisissait pas son camp. S'exprimant parmi ses soldats plus tôt dans la journée de jeudi, M. al-Burhan s'est montré défiant face à la perspective d'être pris pour cible par des sanctions. L'armée soudanaise et les porte-paroles des départements d'État et du Trésor des États-Unis n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Le gouvernement sud-africain fait face à une vive indignation après la gestion controversée d'un affrontement avec des mineurs illégaux piégés dans une mine d'or abandonnée où au moins 87 morts ont été recensés. Sous pression judiciaire, un sauvetage a finalement été organisé. C'est la première fois que nous effectuons un sauvetage d'une telle ampleur et l'utilisation de cette grosse machine est aussi une première mondiale. C'est une machine unique en son genre. C'est la première à avoir été développée et conçue en Afrique du Sud par l'industrie minière. Le personnel s'est montré très efficace. Ils se sont fixés des objectifs à atteindre sur la rapidité avec laquelle ils voulaient faire sortir ces personnes. Accusés d'avoir refusé de secourir les mineurs, les autorités avaient choisi de les déloger en coupant leur approvisionnement en nourriture. La plupart des mineurs seraient morts de faim et de déshydratation. Le gouvernement va devoir se justifier devant les tribunaux. Il doit rendre des comptes pour ces morts. J'ai risqué ma vie pour aller sauver ces gens. Où était cette machine de sauvetage? Ils disaient qu'ils allaient utiliser une cage et qu'ils n'allaient jamais abandonner personne en bas. Mais qui ouvrira la cage? Nous sommes venus en tant que chefs de communauté. Nous avons risqué notre vie. Nous voulions sauver ces gens. Nous sommes descendus même si c'était sombre et difficile. Des corps en décomposition, parfois accompagnés de messages suppliant d'envoyer de la nourriture, avaient été remontés de cette mine située près de Stilfontein. Des appels à une enquête indépendante ont été lancés alors que près de 2000 mineurs y travaillaient illégalement depuis août dernier. La 10e édition du Festival de la harissa de Nabeul revêt une importance particulière depuis que l'UNESCO a inscrit la harissa sur sa liste du patrimoine culturel immatériel il y a 2 ans. Ce condiment épicé et savoureux est au cœur de la culture culinaire tunisienne. La harissa est essentielle dans la cuisine tunisienne, notamment à Nabeul. Elle est devenue très célèbre à l'international, surtout après son inscription sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Cette reconnaissance a contribué au succès de ce festival. En tant qu'artisane, je peux dire que cette édition est la plus réussie. La harissa n'est pas seulement un condiment, mais une véritable passion. De nombreuses variantes de harissa existent, chacune portant la signature unique de son producteur. Kabira Berish nous dévoile les secrets de sa fabrication. Chaque étape est minutieusement maîtrisée pour donner naissance à cette pâte parfumée et épicée, symbole de l'identité tunisienne.
les harissa mises en vapeur, c'est on prend le poivron frais rouge, on les nettoie, on les désécaille, on l'évapore, les en vapeur. Après, on ajoute de l'ail, du carbi et de coriandre. On a une autre harissa, c'est harissa à base de paiement séché. C'est la harissa traditionnelle ou bien berbère. On a une autre harissa qui s'appelle la harissa fumée ou bien smoked harissa. Selon les organisateurs, ce festival rend hommage aux artisans locaux et préserve l'identité culturelle de la Tunisie. Cet événement se déroule 2 ans après l'inscription de la harissa sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en décembre 2022. Cet élément traditionnel de notre cuisine a contribué à la notoriété de Nabeul et attiré de nombreux touristes et visiteurs dans la ville. Cette visibilité accrue a permis de faire rayonner Nabeul, capitale des industries traditionnelles en Tunisie, pour en faire un véritable pôle d'artisanat et de tradition culturelle. Déjà bien implantée en Afrique du Nord et en France, la harissa connaît un véritable essor à l'international, des États-Unis à la Chine. La coopération entre la Russie et la République centrafricaine continue de se renforcer. À Moscou ce jeudi, Vladimir Poutine et Faustin Archange Touadéra ont discuté de plusieurs axes de collaboration en matière de sécurité. Je tiens à souligner notre coopération en matière de sécurité. Nous avons l'intention de poursuivre dans cette direction comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Nous discuterons de ces perspectives avec vous dans un format plus large, puis lors de notre rencontre en face à face. Le président Touadéra lui a salué les avancées réalisées grâce aux forces russes. Dans le domaine sécuritaire, des progrès considérables ont été accomplis dans la restauration de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, l'armée formée par les instructeurs russes est une force puissante qui poursuit et détruit les terroristes et autres criminels sur le territoire de la République centrafricaine. Nous voulons continuer à travailler pour renforcer la sécurité à l'intérieur du pays, aux frontières de la République centrafricaine, d'où viennent souvent les menaces, en collaboration avec des spécialistes russes qui se sont révélés être de véritables professionnels de la guerre et de braves guerriers. Le président centrafricain a également mis en lumière les efforts pour renforcer cette coopération. Pour dynamiser et accélérer les résultats de cette coopération, plusieurs axes d'amélioration ont été identifiés, notamment l'intensification de la formation continue et pratique des FACA, le renforcement des capacités des forces de défense et sécurité par la livraison de matériel militaire avancé. Trois avocats russes ont été condamnés vendredi à des peines de prison allant de 3 ans et demi à 5 ans et demi. Ils avaient défendu Alexei Navalny, l'opposant russe décédé en prison en février 2023. Vadim Kobzev, Igor Sergounin et Alexei Lipster ont été emprisonnés à 100 km de Moscou. Des arrestations sur fond d'accusation d'implication avec des groupes extrémistes. Le métier d'avocat est déjà très difficile et lorsqu'il s'agit de défendre un collègue, c'est encore plus compliqué. On ne peut pas s'empêcher de projeter cette situation sur soi-même. Étant avocat, on comprend la situation. En octobre 2023, les autorités russes avaient qualifié les réseaux de Navalny d'extrémistes. Depuis, ces avocats ont été visés, accusés de transmettre les pensées du leader à son équipe. Les 3 avocats sont désormais considérés comme des prisonniers politiques par les défenseurs des droits de l'homme. Le président français Emmanuel Macron est arrivé à Beyrouth ce vendredi, accueilli par le Premier ministre libanais par intérim Najib Mikati. Au programme, une rencontre avec le nouveau président Joseph Aoun, élu il y a une semaine après 2 ans de vacances présidentielles au Liban. Joseph Aoun, commandant de l'armée libanaise depuis 2017, a nommé le diplomate Nawaf Salem comme Premier ministre désigné, un choix qui a divisé le Parlement et même irrité le Hezbollah.
La visite de Macron vise à soutenir ce nouvel exécutif dans un contexte marqué par une crise économique sans précédent et les séquelles du conflit avec Israël. Macron rencontrera également le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour discuter du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Celui-ci prévoit notamment le déploiement de l'armée libanaise dans le sud et le repli du Hezbollah au nord du fleuve Litani.